Désolée. Donc du coup, oui, Rosemary, la petite photo avec mon mari et associé Ghislain Auclair. Donc on a confondé Woodlight. Vous pouvez passer la dia. Donc on est tous les deux biologistes de formation. On a fait tous les deux une thèse dans diverses thématiques en biologie. Donc moi, je me suis intéressée à l'immunologie et la cancérologie. Donc je travaille sur les leucémies. Et mon mari travaillait sur l'ADN, plus particulièrement, comment l'ADN s'exprime d'une cellule à l'autre, et au cours du développement. Et vous pouvez passer la dia. À l'issue donc de nos thèses, on avait envie de développer une société en biotechnologie, parce que c'était vraiment très important d'utiliser la biologie, puisqu'on sait que la biologie et la nature en général ont beaucoup de ressources pour adresser un grand nombre de problématiques humaines. Et donc, à travers notre entreprise, on a envie de montrer cela et aussi de protéger la nature et pourquoi pas inspirer d'autres personnes à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, en bibliothèque ou autre. Vous pouvez passer. Et donc, les problématiques sur lesquelles on travaille sont celles des villes, qu'on connaît tous, qui sont la pollution, la surconsommation d'électricité et le manque de verdure. Donc j'adore mettre cette image de Paris qui est assez flagrante, qui montre vraiment ce nuage de pollution assez effrayant, et aussi le manque de verdure aussi qui est assez effrayant. Et ça, c'est Paris, mais c'est le cas dans plein de grandes villes du monde entier. Et donc on s'est dit comment on peut répondre à tout cela. Vous pouvez passer la suite. Donc, particulièrement, le manque de verdure, c'est une problématique que les collectivités, en tout cas en France, et ailleurs aussi, en Europe, se sont saisies. Ils cherchent à revégétaliser les villes. Donc, il y a plusieurs plans de revégétalisation à Paris notamment. Et là, c'est un exemple à Milan, de 2 tours verticales, forêt verticale qu'on appelle, Bosco Verticale, développé par un architecte qui a mis en fait la végétation vraiment au cœur des vies. Sur les terrasses, en fait, vous voyez qu'il y a des arbres. En fait, il a vraiment mis une mini forêt sur chaque terrasse de ces bâtiments, qui est une nouveauté en fait mondiale à ce niveau-là. Et vous pouvez passer la dia suivante. Ce même architecte imagine des villes du futur qui ressembleraient à ce type de ville, où en fait tous les bâtiments seraient recouverts de végétaux, comme il a pu les développer avec les forêts verticales à Milan. Donc en fait, demain, peut-être qu'on aurait des villes qui... on ne verrait même pratiquement plus les bâtiments, mais ils seraient recouverts de verdure. Donc ce serait super. À côté de cela, vous pouvez passer la dia. Il y a un autre enjeu dans les villes, c'est la lumière. Donc, la lumière, on en a besoin, l'homme en a besoin pour évoluer depuis qu'il est là. La lumière a aussi évolué autour de lui. Donc au début, c'était avec le feu. Ensuite, on a maîtrisé l'électricité et on a développé des ampoules qu'on connaît aujourd'hui. Vous pouvez passer la dia suivante. Mais tout cela utilise de l'énergie. Maintenant, on utilise différentes sources d'énergie pour créer de l'électricité pour cette lumière. Et la dia suivante. La lumière, comme je disais, est un enjeu énorme dans les villes parce qu'il y a beaucoup de problèmes autour de cela. Elle représente en fait à elle seule 15% de la consommation totale d'énergie et 5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc c'est énorme, juste pour la lumière dans les villes. Donc les villes aussi se saisissent de ce problème-là et de plus en plus, on essaye de repenser la lumière autrement dans les villes. Pourquoi pas faire des trams noirs, donc des endroits, des quartiers dans lesquels on éteint la lumière à certaines heures de la nuit pour réduire cette pollution lumineuse et cette consommation d'énergie aussi qui va avec. Donc la dia suivante. Et nous, donc biologistes, on a pensé à la lumière, on a pensé aux super pouvoirs, comme je le disais. Donc il y a d'abord les végétaux, comme j'expliquais, qui ont plein de super pouvoirs, je reviendrai plus tard dessus. Et en fait, la lumière, on s'est dit, mais on a réfléchi, et on a dit, mais en fait, la lumière, elle existe déjà naturellement. Elle existe par la bioluminescence, donc certains animaux, donc terrestres comme la luciole ou les vers luisants, et aussi des animaux marins comme des méduses, des poissons, etc., font de la lumière naturellement.
Et donc, on s'est dit, vous pouvez passer à la dia suivante, on s'est dit, en fait, on n'a qu'à associer le super pouvoir de la bioluminescence avec tous les avantages de la plante pour créer une lampe parfaite, une plante bioluminescente, une plante qui émet sa propre lumière. Et du coup, cette lumière ne consomme pas d'électricité. Ce serait une plante, donc du coup, elle est 100% recyclable, elle ne nécessite pas de raccordement, elle est dépolluante, ça c'est la capacité des plantes intrinsèques, donc elle fixe le CO2 qui est le principal gaz à effet de serre. Et en plus, on serait sur un produit design puisqu'on peut rendre potentiellement tout type de plantes bioluminescentes. Donc, on peut imaginer aussi bien un lierre, un ficus, une orchidée, qu'un peuplier, un bouleau, un buisson, demain devenir bioluminescent. Vous pouvez passer à la dia suivante. Donc, finalement, cette plante bioluminescente serait un plus pour la biodiversité parce qu'elle ramènerait finalement la biodiversité dans les villes. Serait un plus puisqu'on pourrait développer et imaginer plein de nouveaux designs dans les villes, et puis réduire évidemment le besoin énergétique et la pollution de production et de recyclage liée aux lampadaires, etc., qu'on n'aurait pas du coup avec les plantes bioluminescentes. Vous pouvez passer à la dia suivante. Du coup, en fait, on peut travailler, comme je disais, sur tout type de plantes. Donc, on peut travailler aussi bien sur des plantes d'intérieur que d'extérieur. Et finalement, eh bien, nous, notre idée était vraiment de repenser les villes de demain, donc le côté urbanisme, le côté balisage de pistes cyclables, par exemple, où on imaginait dans les centres commerciaux, etc. Mais on peut aussi les imaginer à l'intérieur, donc dans les vitrines de magasins, les restaurants, les bars, les hôtels, etc. Vous pouvez passer à la dia. Du coup, finalement, nous, on pense adresser ces deux marchés qui sont très distincts en deux phases. Du coup, travailler d'abord sur la décoration et le design intérieur. Donc là, on ferait des partenariats avec des architectes et designers d'intérieur. Donc pour tout ce qui est aménagement de vitrines de magasins, d'hôtels, de restaurants, de spas, etc. Et puis dans un deuxième temps, mais on travaillerait évidemment en parallèle, donc le côté vraiment, comme je disais, urbanisme, donc balisage urbain, donc dans des parcs, des pistes cyclables, des routes, etc. Donc on a déjà des discussions avancées avec différents acteurs de ces deux marchés bien distincts. Vous pouvez passer à la dia suivante. Et donc, pour le marché de l'urbanisme, on a avec nous un partenaire industriel, VHM, que vous connaissez peut-être, qui a plusieurs métiers, mais dont l'un est de développer, concevoir et fabriquer des mobiliers urbains, et avec lequel, en fait, on a imaginé le mobilier urbain, un mobilier urbain du futur, qui intégrerait finalement nos plantes, et les plantes luminescentes deviendraient un relais. C'est-à-dire que le mobilier urbain, comme vous le voyez, a des bandeaux LED des LED au niveau en haut, qui ferait du coup son travail d'éclairage urbain comme il le fait actuellement. Et puis à certaines heures de la nuit, quand on décide d'éteindre ces lampes, eh bien la bioluminescence prendrait le relais et ferait du coup un balisage qui rassurerait les citadins tout en diminuant l'écho électrique et énergétique. Vous pouvez passer à la dia suivante. Donc, du coup, nous, notre modèle économique est encore en peaufinage, mais ce qu'on pense faire, c'est donc de développer, nous, différentes variétés de plantes et de travailler avec des partenaires, donc designers et architectes pour les aménagements d'espace, et puis paysagistes aussi et industriels aussi des mobiliers urbains pour le parti urbanisme, et puis d'un autre côté, des partenaires horticulteurs pour produire nos plantes. Donc les marchés que l'on adresse sont France-Europe et puis d'autres pays internationaux, donc États-Unis, Brésil et Émirats arabes, pour des questions réglementaires. Donc, il y a des pays qui sont plus ou moins rapides d'accessibilité au marché du fait de la réglementation qui est très rapide, en fait. Et puis, donc, on imagine vendre des licences d'exploitation et ou des aménagements d'espace incluant nos plantes. Donc, du coup,
maintenant que j'ai dit tout ça, comment ça fonctionne? Comment finalement on passe d'une luciole à une plante bioluminescente? Eh bien, vous pouvez passer à la dia suivante. Tout d'abord, dans notre parcours entrepreneurial, on a dû développer un laboratoire de type Fab Lab. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe des Fab Labs. C'est en fait un endroit dans lequel on a accès à moindre coût à des machines, donc dans la thématique choisie, là pour le coup c'est en biotechnologie, pour développer une preuve de concept ou un prototype. Donc c'est ouvert à tout type d'entrepreneurs. Donc ce type de Fab Lab en biotechnologie n'existait pas en Alsace, et donc on l'a développé en parallèle. Enfin, c'est mon mari qui l'a développé en parallèle. Et du coup, il a été inauguré en 2018. Donc, depuis 2018, on travaille vraiment sur le projet Woodlight en labo. Donc, vous pouvez passer à la dia suivante. Donc, du coup, comment ça fonctionne? Alors, la bioluminescence, c'est un phénomène naturel, comme je l'expliquais. Finalement, c'est une réaction biologique, biochimique entre deux molécules qu'on appelle luciférase et luciférine. Et ces deux molécules vont interagir ensemble, vont créer un complexe qui va être oxydé et il va avoir émission de lumière. Donc nous, ce qu'on a fait en labo, c'est qu'on a d'abord cherché la combinaison de luciférase, luciférine qui était intéressante, la plus puissante, etc., la plus stable, qui du coup donnerait un résultat intéressant sur des plantes. Une fois qu'on a fait cette recherche-là, on a pu développer des outils moléculaires et développer des cellules végétales qui émettent de la lumière, donc avec ces ensembles de gènes portant l'information de bioluminescence. Donc ça, c'est ce qu'on a réussi à développer chez nous au labo. Et maintenant, on est dans la phase prototypage, de passer de l'étape cellule à plante entière. C'est ce qu'on appelle la régénération. Vous pouvez passer à la dia suivante. Donc ça, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Donc on a réussi à faire différents jalons au fur et à mesure depuis 2018. Et le gros étape qu'on a pu avoir, c'est en 2020. On a pu développer les premières cellules de plantes qui font de la lumière. En 2021, on a réitéré l'expérience en améliorant un petit peu déjà le process. Et puis là, on est dans la phase de prototypage, comme je disais. L'idée ensuite, c'est donc d'avoir ce prototype en 2023 pour commencer à commercialiser nos plantes deuxième semestre 2024. Vous pouvez passer à la dia d'après. Donc pour la partie juridique et propriété intellectuelle, donc on a développé un brevet. On a déposé un brevet qui a été publié et on est en phase d'extension internationale en ce moment. Et on pense en déposer un nouveau en 2023. Pour la partie réglementaire, comme je disais, il y a différents pays qui sont validés au niveau réglementaire. La partie France et Europe est un peu plus complexe, puisqu'on va être sur une nouvelle variété de plantes. Donc, il va falloir en gros écrire comment on peut utiliser ces plantes, puisque c'est une nouvelle variété de plantes. Mais on est accompagné par France Expérimentation, qui est un dispositif justement qui permet d'expérimenter des nouveaux produits et d'écrire du coup les lois pour les utiliser ensuite. Vous pouvez passer à la dia d'après. Et donc finalement, cette technique qu'on utilise, donc finalement qui est de l'édition génétique, de transférer des gènes d'un organisme à la plante, c'est des choses qui sont déjà faites pour différentes applications. Par exemple en phytoremédiation, donc là c'est des plantes qui vont pouvoir dépolluer les sols en fixant des métaux lourds par exemple. En biofuel aussi, donc c'est des plantes qui vont produire d'autant plus de biofuel. En biofactory, donc là, c'est des plantes, on appelle ça des plantes à traire. Donc, on voit en fait la partie basse, c'est des racines. Donc, en fait, des plantes vont produire, par exemple, de l'insuline, qu'on va pouvoir extraire des racines ensuite. Et puis, on peut aussi utiliser cette technique-là pour développer de nouvelles plantes ornementales, comme par exemple des roses bleues. Donc, finalement, les plantes bioluminescentes, c'est une nouvelle application de ce qui est déjà connu et fait, de l'édition génétique qui est déjà faite par d'autres personnes, par d'autres scientifiques. Vous pouvez passer à la dia d'après. Et donc, juste pour un petit point concurrence, avant de parler de la concurrence, je voudrais juste revenir sur les effets lumineux, qui sont très proches, mais qui sont un petit peu différents. Donc, il y a la fluorescence. La fluorescence, c'est une lumière qui nécessite un apport lumineux.
Donc, c'est une molécule qui va devoir être excitée par de la lumière pour pouvoir réémettre ensuite un petit peu de lumière. La phosphorescence, c'est un petit peu différent. En fait, elle va accumuler, c'est une molécule qui accumule de l'énergie et qui va la restituer quelques heures. Et la bioluminescence, par contre, elle n'a besoin pas du tout d'apport lumineux. C'est vraiment, comme je le disais, une réaction biologique, biochimique entre deux molécules. Vous pouvez passer à l'indienne après. Merci. Et donc, du coup, pourquoi je vais parler de tout ça? Parce que y a des concurrents qui travaillent, par exemple, la Glade travaille sur la fluorescence. Donc, comme je disais, elle développe en fait des fleurs fluorescentes. Donc, elle a développé un liquide fluorescent que les plantes vont pouvoir boire, entre guillemets. Et donc, cette molécule va aller jusqu'aux fleurs et il va avoir besoin d'une lumière UV à côté des fleurs pour qu'on puisse voir une lumière bleutée. C'est pour ça que sur la photo, l'image est très violette à cause de cet apport de lumière UV. Glowy, que vous avez peut-être entendu parler, développe des bactéries bioluminescentes. Donc, c'est le même concept que nous au niveau de la bioluminescence, mais par contre, c'est en bactéries, ce qui fait que c'est dans un milieu liquide. Et que le milieu en fait est épuisable au bout d'un certain temps. Donc il faut renouveler le milieu au bout de quelques jours. Alors que nous, on est vraiment sur une solution pérenne dans le sens où la bioluminescence va être émise par la plante tout au long de sa vie. Donc ça va durer plusieurs années, la durée de vie de la plante. Et on a un nouveau concurrent qui vient d'apparaître, un concurrent russo-américain qui développe aussi des plantes bioluminescentes. On n'en sait pas beaucoup plus puisqu'ils ne communiquent pas trop. Mais a priori, ils ont des visées plutôt recherche. Voilà. Vous pouvez passer à la suivante. Et j'ai bientôt terminé. Donc, notre équipe, alors on est actuellement les deux cofondateurs, mon mari et moi-même. Et puis, on est entouré de deux comités, donc un comité scientifique et un comité stratégique. Donc, composé comité scientifique de différents professeurs et docteurs du CNRS et comité stratégique différentes personnalités, différentes, comment dirais-je, spécialités, je dirais. Donc, dans le business développement, dans la stratégie marketing commerciale et puis dans l'industrie. Voilà. Et donc, ce que nous recherchons aujourd'hui, finalement, c'est surtout des contacts, donc des contacts de responsables et décideurs du paysage des collectivités, parce qu'on est vraiment dans l'idée de concevoir ensemble, enfin de réfléchir ensemble à comment va être la ville de demain. Nous, on est apporteurs d'une nouvelle solution, comment elle peut s'inscrire dans ce qui existe déjà et comment on peut faire au mieux, finalement. C'est une solution alternative, on ne veut pas tout remplacer, mais plutôt proposer quelque chose de différent et de complémentaire. Aussi des contacts d'horticulteurs, parce que comme je disais, on voudrait faire des partenariats avec les horticulteurs, donc on est intéressé à discuter avec eux. Et puis là, on est en phase de recherche de fonds pour la dernière étape de prototypage et pour préparer aussi la commercialisation des produits. Donc on est en train de préparer une campagne de financement participatif qui débutera fin octobre 2022. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention et je suis ouverte à vos questions. Merci Rosemary. C'est incroyable un peu comme projet. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez prendre la parole ou simplement les indiquer dans la discussion. Moi, j'ai une question parce que là, alors, c'est une super idée et ça serait top si tout était avec des espaces verts comme ça et qu'en plus, ça pourrait nous fournir de la lumière. Mais mon interrogation, c'est par rapport à l'eau parce que toutes ces plantes vont nécessiter de l'eau. Déjà, d'une, comment on arrose quand c'est sur le toit ou je sais pas, ou voilà. Et puis de deux, qu'est-ce que ces plantes vont consommer? Est-ce que vous avez pris cette problématique de l'eau en compte dans le type de plante qui va être développée? Alors, c'est une très bonne question. Alors, pour la partie toiture, en fait, il y a souvent des systèmes de récupération d'eau de pluie et on fait surtout pour économiser l'eau, en fait. C'est la même chose aussi pour les murs végétalisés, d'ailleurs.
on met du goutte à goutte. Donc, pour être vraiment le plus économe en eau, pour le coup. Donc, ça, c'est quand même assez réfléchi. Et nous, du coup, oui, c'est un enjeu aussi. Donc, c'est pour ça qu'on veut discuter assez en amont avec les paysagistes urbains aussi, c'est de voir quelle variété de plantes est la plus propice, en fait, à ce qu'on veut faire. Donc, pour l'aspect application, et puis aussi pour les enjeux entretien, dans le sens où, comme vous le dites, utilisation de l'eau, etc. Donc, c'est des questions, oui, pour lesquelles on réfléchit aussi. Et pour lesquels on a envie de discuter dès maintenant avec les professionnels du coup, du paysage urbain pour définir très en amont quelles sont les variétés de plantes qui seront intéressantes. Parce que pour le coup, en ce moment, on travaille sur une variété, c'est du tabac. Pourquoi? Parce que c'est une plante ornementale d'intérieur et qui est assez jolie et qui est très connue scientifiquement. L'idée, en fait, pour nous, c'était d'être le plus rapide pour développer un prototype le plus rapidement possible. Ensuite, l'idée, c'est dès qu'on a ce prototype, de continuer une discussion avec les professionnels pour justement définir différentes variétés de plantes intéressantes et nous, du coup, en interne, les développer en parallèle. Parce qu'en soi, votre principe est adaptable à toutes les plantes. Oui. Ok. Après, évidemment, il y aura de la mise au point à faire, mais elle est potentiellement applicable à tout type de plantes. Oui. Ok, merci. Donc là, vous auriez besoin d'aide de collectivités par rapport au type de plantes qui seraient à favoriser pour les prochaines expérimentations, quoi. Comme c'est applicable partout, par quoi on commence, quoi. C'est ça, c'est ça. Surtout que j'ai discuté encore avec la collectivité de Lyon il y a quelques temps, quelques jours, et ils m'expliquaient que maintenant on repense le végétal encore autrement qu'il y a quelques années. Maintenant, le végétal, on essaie qu'il soit le plus endémique, évidemment, mais d'autant plus. Avant, c'était plutôt le côté ornemental, il fallait que ça soit joli, et le reste, tant pis. Alors, je caricature, mais c'est un peu ça. Maintenant, on repense vraiment à tout. Effectivement, l'enjeu de l'eau, est, vu l'été qu'on a eu, est une vraie question sur laquelle on réfléchit. Et j'aurais une deuxième et dernière question, désolée. Est-ce que vous avez aussi inclus dans votre réflexion l'après, c'est-à-dire une fois que la plante, parce que bon, la plante c'est du vivant, ça pousse, à bout d'un moment il faut tailler parce que sinon on s'en sortira plus. Est-ce que du coup c'est complètement biodégradable? Est-ce que le fait d'associer de la bioluminescence, est-ce que ça va avoir un impact sur les sols ou je ne sais, je suis pas biologiste donc je ne sais pas trop. Est-ce que vous avez aussi intégré ça dans votre réflexion? Oui, tout à fait. En fait, comme je disais, la bioluminescence, c'est un phénomène biologique et du coup, il faut que ce soit vivant pour que ça fonctionne. Donc, dès que le végétal est mort, il n'y aura plus du tout de bioluminescence et c'est complètement biodégradable. Ouais. Ok, merci. Donc, Noémie Metzinger, qui travaille à la CEA, nous informe qu'elle a transmis les informations de ce que Woodlight crée au service environnement de la collectivité européenne d'Alsace. Voilà. Donc, merci. Je pense qu'il y a oui, merci. Ils ne pouvaient pas être présents aujourd'hui, mais voilà, au moins ils ont des informations. Super, merci beaucoup. Je ne sais pas si d'autres personnes avaient des questions pour Rosemarie. Non? C'est clair. Bon, c'était clair pour tout le monde. Donc, merci Rosemarie pour cette présentation. Alors, il y a Nadine qui demande combien de temps pour une application sur une nouvelle variété? Alors oui, là il faut, je pense, 1 à 2 années, selon la variété de plantes, je pense. Parce que comme je disais, il y a une mise au point à faire. Donc il y a une mise au point de culture déjà in vitro des plantes. Et puis ensuite, il faut la transformer et la régénérer. Donc il y a un temps de pousse qui est réductible. En fait, on est obligé de passer à l'étape cellule et ensuite de la cellule refaire une plante entière. Donc ça, c'est des mois en fait de pousse qu'on ne peut pas réduire.
Donc, je dirais 1 à 2 ans. Ouais. C'est pour ça qu'on veut déjà réfléchir assez tôt à quelle variété, sur quelle variété on va travailler pour justement être prêt avec différentes variétés, à proposer différentes variétés assez rapidement, quoi. Ok. Donc, Madame Eschliman demandait voilà, quel budget? Je vois, oui. C'est la question. C'est la question sur laquelle on est en train de travailler. C'est un peu le nerf de la guerre. Hein. Oui, tout à fait. C'est très compliqué. Pour le moment, on n'a pas trop établi de prix. On a des hypothèses, mais il faut qu'on les vérifie auprès des clients. On imagine, en plus pour les collectivités, c'est encore un autre mécanisme, j'imagine. Mais juste déjà pour l'aménagement d'espace, on imagine des prix, par exemple pour les locations ou sur les événementiels, etc. Mais c'est vraiment des discussions avec les collectivités qui nous permettra de définir ces prix-là. Donc, j'ai pas tellement de réponse claire à vous donner pour le moment. Même pas de prix, enfin d'estimation intermédiaire entre un prix haut, un prix bas. Vous voyez, aujourd'hui, même les plantes normales, de temps en temps, sont volées. Donc, on se dit, une plante luminescente, eh ben, potentiellement, elle va peut-être pas rester longtemps. Oui, ça, c'est ce on a déjà un peu réfléchi à ça. Et c'est pour ça qu'avec le partenaire VHM, en fait, dans le mobilier urbain, la plante, elle serait vraiment protégée entre guillemets, ouais, enfin, entourée d'un, je sais pas comment appeler ça, mais d'un sarcophage, si vous voulez, quoi, ouais, transparent, mais pour lequel on pourrait pas voler la plante, quoi. Donc oui, ça c'est aussi des choses pour lesquelles il faudra réfléchir aussi. Mais donc, le nom de prix haut, prix bas, je ne sais pas encore. Comme dit, ça va être vraiment les discussions avec les collectivités qui nous permettra de voir ce qui est possible, en fait. L'idée, c'est que ça soit rendu possible. Donc, on fera en sorte que ce soit possible pour les collectivités, quoi. Donc, il y a un appel à discussion de collectivités pour que Rosemary puisse avancer sur cette partie-là de son projet. Il y avait cette recherche de quelle plante, mais il y a aussi quel est le coût acceptable pour ce type de projet, pour une collectivité. En complément de... Alors. En complément de ce qu'a dit Rosemary, moi je voudrais quand même beaucoup insister sur le fait que faire de la lumière avec ces plantes, ça évite aussi de tirer les câbles électriques dans les endroits qu'on veut éclairer. Hein. C'est aussi une économie majeure sur la structure en fait. C'est une solution alternative au solaire, aux lampes solaires. C'est une alternative ou un complément. Un complément. Ouais. Moi, je suis intéressée pour participer potentiellement à l'une ou l'autre discussion. Super. Merci beaucoup. Vous êtes dans quelle commune? Vasselonne. Oui, d'accord. Vasselonne. Oui, ok. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, ouais. On va vous envoyer évidemment le replay de cette mensuelle avec le minutage qui vous permettra de commencer au début et pas pendant cette longue attente de départ. On va vous envoyer la présentation aussi de Rosemary et puis son contact pour que vous puissiez prendre contact avec elle. Exceptionnellement, alors d'habitude, c'est toujours vous qui prenez contact avec le porteur de projet. Moi, je donne jamais au porteur de projet votre contact direct. Là, on va dire qu'il n'y a pas de démarche vraiment commerciale à proprement parler. Est-ce que vous acceptez que je donne à Rosemary vos mails pour faciliter la prise de contact? Est-ce que c'est OK pour vous? C'est exceptionnel dans le cadre de ce projet-là. Ce ne sera pas fait dans les autres mensuels. Oui. OK, super.
Et puis, on va s'adresser à mes collègues aussi du fleurissement qui n'ont pas pu se libérer ce matin, mais qui ont avec elles plein d'horticulteurs, qui est un peu aussi le besoin immédiat de votre projet, Rosemary. Donc, pour vous faciliter la prise de contact avec cette typologie de métier. Super, merci beaucoup. On a encore quelques questions sur le chat, notamment est-ce que ces plantes transformées donnent de nouvelles pousses? Est-ce qu'on peut reproduire ces plantes en fait? Est-ce qu'elles se reproduisent? Oui. Alors du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rendre infertiles. Donc, elles ne pourront pas faire ni de graines ni de pollen. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qu'on veut faire, c'est les rendre dépendantes d'un nutriment, du coup d'un substrat. Et l'idée, c'est qu'on ne puisse pas les bouturer facilement. Donc, c'est vraiment d'imaginer que c'est un objet vivant, qui est une plante en pot, et qu'on ne puisse pas la reproduire facilement. Il ne faudrait pas que toutes les plantes deviennent bioluminescentes par pollinisation. Oui, c'est ça. C'est pas ce qu'on veut faire. Diana, j'aurais juste une question. Oui. Pour Rosemary. Peut-être que la réponse a été apportée, mais j'ai dû prendre un appel téléphonique. Elles ont une durée de vie limitée, ces plantes? Elles ont une durée de vie égale à celle des plantes normales. C'est sa durée de vie naturelle, quoi. D'accord. Donc, en fonction de comment on les entretient, elles peuvent vivre plus ou moins longtemps, si on a la main verte ou pas, quoi. Oui, ça reste une plante. Même leur donner, quand même s'en occuper un peu. C'est ça, ok, merci. Je partage le bureau de Carole, elle a la main verte, ça ne devrait pas poser... ça devrait pas te poser de problème à toi. C'est que dans le bureau, en fin de compte. Donc voilà. Et moi j'ai une question par rapport à je me suis posé la question si une chèvre vient grignoter une plante bioluminescente. La chèvre devient-elle bioluminescente? Non. Non, il n'y a pas du tout de risque. Comme je le disais, en fait, elle va manger un bout de feuille, mais ça va être complètement dégradé. Donc, il n'y aura pas du tout de bioluminescence. Il n'y a pas de transfert comme ça. C'est sécurisé d'un point de vue animal aussi. Il n'y a pas de risque. Ok, super. On arrive au bout de ce jeu de questions-réponses. Donc, je donnerai votre contact à Rosemary et l'aventure continue puisque je pense que on va enchaîner sur d'autres prises de contact. Merci beaucoup à tous pour votre patience en début de connexion et pour votre présence ce matin. On vous envoie les informations dans la foulée. Et puis, je vous souhaite une très, très bonne journée. Je vous dis à très bientôt en octobre. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.